Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, les théories de jauge, que nous allons bientôt voir, permettent une formulation élégante des différentes interactions fondamentales et même, en partie, une unification de ces interactions. Donc, commençons d'abord par récapituler quelles sont les interactions fondamentales. En fait, il n'en existe que 4. Il n'y a que 4 interactions fondamentales, au moins connues. Et le reste, tous les autres types d'interactions sont en fait des interactions dérivées de ces 4 interactions fondamentales. La première de ces interactions, c'est la gravitation, que nous avons vue avec la relativité générale, qui dépend de la masse, ou plutôt de l'énergie. Et elle est même la mieux connue du grand public, parce que c'est celle qui nous donne notre poids, qui nous cloue au sol, c'est celle qui fait tomber les pommes. Tout le monde connaît l'histoire de Newton qui a vu une pomme tomber. C'est ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil, etc. C'est aussi, et de loin, l'interaction la plus faible de toutes. Ce qui peut paraître étonnant à l'échelle humaine, mais c'est facile à vérifier. Prenez un petit morceau de métal, de fer, placez-le par terre. Prenez un aimant de frigo, et mettez-le juste au-dessus. L'aimant va se soulever et venir le morceau de métal va se soulever et venir se coller à l'aimant. Donc l'aimant est plus fort que la gravitation. Alors que l'aimant est comme ça, et que la gravitation, elle est due à une planète entière, gigantesque. Ce qui donne une idée que les forces ici magnétiques sont beaucoup plus fortes que les forces de gravitation. Simplement, l'interaction gravitationnelle est toujours attractive. Elle n'est jamais répulsive, toujours attractive. Et donc, forcément, avec l'accumulation de masse, de plus en plus de masse, comme les planètes ou les étoiles, elle finit par devenir extrêmement puissante, et donc elle finit toujours par l'emporter. Cette interaction étant 1 sur R carré, et nous n'en parlerons pas vraiment dans les théories de jauge, parce qu'en fait, nous l'avons vu, la gravitation, on ne sait pas la quantifier. Ou plutôt, elle pose des problèmes, comme les théories non renormalisables. La deuxième interaction fondamentale, c'est les interactions électromagnétiques, que nous avons vues aussi. Elles sont dues aux charges électriques, et elles sont très communes, vraiment très communes. Ce sont les aimants, c'est l'électricité, c'est la foudre, c'est les ondes radio, c'est la lumière, et beaucoup d'interactions que nous connaissons autour de nous sont en fait des interactions qui sont dérivées ou qui sont dépendantes de l'interaction électromagnétique. C'est le cas des interactions chimiques, qui en fait dépendent des propriétés électroniques des atomes et donc de l'interaction électromagnétique, ou des interactions de contact, les frottements. Beaucoup d'interactions sont dérivées de cette interaction-là. L'interaction électromagnétique entre charges électriques, par exemple, nous l'avons vu, si ce sont des charges de signes différents, elles s'attirent. Et si ce sont des charges de même signe, elles se repoussent. Quand on a beaucoup de matière avec plein de charges électriques, comme dans les atomes, avec des noyaux chargés positivement, les électrons chargés négativement, les charges de signes opposés vont avoir tendance à s'attirer et à se neutraliser. Une charge positive plus une charge négative, de même grandeur, donne une charge totale nulle, neutre. Et s'il y a un déséquilibre, cette interaction étant assez forte, il se produit une forte attraction entre les charges qui va vite ramener les charges dans le droit chemin et reneutraliser la matière. C'est pour ça que la matière est généralement dans un état neutre, peu chargé, et donc ne se manifeste pas toujours de manière flagrante, et au contraire de la gravitation. Un exemple, c'est le frottement. Le frottement peut arracher des électrons, c'est ce qu'on appelle la triboélectricité. On peut faire ainsi de l'électricité statique, avec certains types de tissus, quand on les frotte, ou quand ils frottent sur d'autres tissus, ils génèrent de l'électricité statique, que vous avez déjà certainement constaté, qui peut donner une décharge désagréable quand on touche quelqu'un ou un objet métallique. Dans les nuages aussi,
il y a des grains de glace dans les grands nuages comme les cumulonimbus. Ceux-ci accumulent par frottement avec l'air, avec les gouttelettes d'eau, avec les autres grains de glace. Elles accumulent des charges électriques et la charge devient à un moment donné suffisamment importante que pour déclencher la foudre qui va rétablir l'équilibre. Alors la foudre est extrêmement puissante et destructrice. Ce type de déséquilibre peut être obtenu par diverses autres sources d'énergie, comme des énergies mécaniques ou autres, pour faire fonctionner dynamo et alternateurs. L'interaction électromagnétique est aussi en 1 sur R carré, donc elle diminue avec le carré de la distance. Cette interaction est transmise par le photon. Le photon lui-même est sans masse et sans charge électrique. La troisième interaction fondamentale est l'interaction dite faible. C'est son nom, interaction faible. Elle existe uniquement à l'échelle des particules élémentaires, comme les électrons, etc. Elle est responsable de certaines formes de désintégration de particules, des particules instables qui se désintègrent. Elle conduit par exemple à la radioactivité bêta, une des formes de radioactivité, où il y a émission d'électrons très énergétiques, très rapides. La particule vraiment emblématique de l'interaction faible, c'est de cette interaction très faible, moins que la gravité, mais la plus faible des trois autres, c'est le neutrino. Le neutrino est sans charge électrique, il n'est pas sensible à l'interaction forte que nous allons voir, donc il n'interagit que par la gravité et l'interaction faible, qui sont tous les deux extrêmement faibles. Donc les neutrinos sont très peu sensibles aux autres particules, ils n'interagissent pas facilement avec les autres particules. C'est à tel point que par exemple le Soleil tire son énergie des réactions thermonucléaires qui ont lieu dans son cœur, et ces réactions thermonucléaires produisent beaucoup de neutrinos. Ces neutrinos sortent du Soleil, balayent tout le système solaire, arrivent sur Terre, et le temps que vous écoutiez cette vidéo, vous avez été traversé par des milliards et des milliards de neutrinos, entièrement. Et tous ces neutrinos vont traverser la Terre de part en part. S'il fait nuit, ils ont fait l'inverse. Le Soleil est de l'autre côté, ils ont traversé la Terre, puis ils vous passent à travers. Et la plupart de ces neutrinos vont passer à travers tout, sans interagir. Seuls quelques-uns vont être arrêtés par l'énorme quantité de matière qu'ils doivent traverser à travers la planète. C'est des particules presque fantomatiques. On arrive malgré tout à les détecter avec de très grands détecteurs qui captent quelques neutrinos. Un exemple de particule qui est instable, c'est le neutron. Le neutron est instable quand il est isolé. S'il est dans un noyau d'atomes, il peut être stabilisé, pas toujours, mais il peut être stabilisé. Mais quand il est libre, en tout cas, il est instable. Et un neutron libre va se désintégrer en donnant trois particules. Il va donner un proton, un électron, avec une charge électrique totale nulle, comme le neutron, et un neutrino, qu'on note par la particule nue. Plus exactement, un antineutrino, l'équivalent en particule antimatière du neutrino. C'est la réaction emblématique de la radioactivité bêta. À cause de la faiblesse de cette interaction faible, les processus de désintégration sont relativement lents, en tout cas par rapport à d'autres processus qui font intervenir l'interaction électromagnétique ou l'interaction forte. Par exemple, la durée de vie moyenne d'un neutron, c'est de l'ordre de 20 minutes. L'interaction faible a une portée extrêmement courte, très très courte. Elle n'agit pratiquement que sur une distance de l'ordre de la taille des particules. La taille du neutron, la taille du proton, à peu près, maximum. Au-delà de cette distance-là, elle devient d'intensité nulle. Elle est transmise, l'interaction faible est transmise par des particules appelées bosons intermédiaires. Il y en a deux.
Il y a le boson Z, noté aussi Z0 parce qu'il est neutre, il n'a pas de charge électrique. Et le boson W, qui peut avoir une charge électrique négative ou positive. Ces deux particules sont très lourdes, très massives. Et c'est ce qui explique, nous l'avons vu, la portée extrêmement courte de cette interaction. La quatrième interaction est l'interaction dite forte. Interaction forte, c'est son nom. C'est la plus forte de toutes. Elle est même beaucoup plus forte que les autres. Elle n'est ressentie toutefois que par certaines particules. Les particules qu'on appelle des baryons. C'est une classe de particules. Les baryons se classent en mésons et en hadrons. Et dans les hadrons, on trouve par exemple le neutron et le proton, les nucléons. Donc les électrons, neutrinos, photons, sont tous totalement insensibles à l'interaction forte. Par contre, le neutron et le proton, ils sont sensibles. Et comme cette interaction est extraordinairement puissante, cela explique que le noyau des atomes soit si compact et si massif. Les neutrons et les protons sont attirés très fortement et liés dans un tout petit espace, le noyau de l'atome. En fait, les neutrons et les protons ne sont pas des particules élémentaires. C'est des particules composites. Ces particules sont composées de particules élémentaires appelées des quarks. Un nom un peu étrange. Les quarks sont sensibles à l'interaction forte. Ils ont une charge électrique, mais ils ont aussi une charge qui est différente de la charge électrique. Elle est appelée couleur ou charge de couleur. Attention, rien à voir avec la couleur ordinaire, évidemment. C'est une analogie. Il existe 3 types de charges de couleur, et quand on les combine, les 3 ensemble, on obtient un résultat neutre. C'est un peu comme le plus et le moins dans les charges électriques, qui ensemble donnent 0. Ici, il en faut 3. Et d'où l'analogie avec les couleurs. Il y a les 3 couleurs complémentaires qui, mises ensemble, donnent du blanc. D'où l'analogie et le nom qu'on leur donne de charge de couleur. Et les neutrons et les protons sont composés, chacun, de 3 quarks, chacun d'une couleur différente. L'interaction est transmise par une particule appelée gluon, qui est sans charge électrique, qui est sans masse, un peu comme le photon, mais qui porte une charge de couleur. Ça, c'est une particularité de l'interaction forte. Le photon ne porte pas de charge électrique, mais le gluon porte une charge de couleur. Il en porte même 2, l'équivalent antimatière. Donc, il y a le couleur et son complémentaire. Avec toutes les combinaisons possibles, ça en fait 9. En fait, il y en a une qui est redondante. On montre les combinaisons des autres. Et donc, il existe en fait 8 types de gluons. Donc, c'est un peu plus compliqué que les simples charges électriques. Voilà pour les 4 interactions. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer un peu sur l'interaction forte en parlant de ses propriétés, parce que c'est une interaction assez surprenante. Par exemple, vous l'avez peut-être déjà deviné, j'ai dit que le gluon était sans masse. Donc son interaction devrait être de très longue portée. Et comme c'est une interaction extrêmement puissante, on devrait la ressentir partout. Comme l'interaction électromagnétique, sauf qu'elle est encore plus forte. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et donc, nous verrons propriété appelée théorie asymptotiquement libre, ou interaction asymptotiquement libre, la propriété de confinement et ce qu'on appelle les interactions nucléaires qui sont une interaction dérivée. Donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.